Imaginez un monde sous nos pieds, un monde immense, un monde caché. Juste là, sous la surface de nos océans, il existe un univers que nous n'étions jamais censés voir. C'est un royaume où la lumière meurt, un endroit où la vie prend des formes qui défient toutes les lois de la biologie. C'est l'inconnu absolu. Nous avons envoyé des robots sur Mars. Nous avons cartographié des galaxies situées à des années-lumière. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond de nos propres océans. C'est une pensée vertigineuse. Moins de 5% de nos fonds marins ont été explorés. Pensez-y. Juste sous les vagues, à 6000 pieds de profondeur, il se passe des choses que nous ne pouvons même pas concevoir. Tout commence à la surface. Ici, l'océan est brillant. Il est chaud. Il regorge de vie familière. Le soleil nourrit le plancton. Le plancton nourrit les poissons. Les poissons nourrissent les baleines. C'est une chaîne parfaite. Mais dès que nous plongeons, tout change. Descendez sous les 200 mètres. La lumière commence à faiblir. Le bleu devient sombre. Le froid s'installe. Nous entrons dans la zone crépusculaire. C'est une ceinture d'eau gigantesque. Elle s'étend jusqu'à 1 kilomètre de profondeur. Ici, les rayons du soleil sont trop faibles. La photosynthèse est impossible. Il n'y a pas de plantes, pas de forêt d'algues, pas d'énergie verte. Alors, comment la vie survit-elle? Elle attend. Elle attend ce qui tombe du ciel. Regardez autour de vous. Vous voyez ces particules blanches? Elles flottent doucement, comme une chute de neige au ralenti. C'est poétique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la neige. Ce sont des fragments de cadavres, des excréments de plancton, des restes d'animaux morts là-haut, à la surface. Les scientifiques appellent cela la neige marine. Pour nous, ce sont des déchets. Pour les créatures d'ici, c'est la vie elle-même. C'est la seule nourriture disponible. Et là où il y a de la nourriture, il y a de la vie. Mais pas la vie telle que vous la connaissez. Les animaux de la zone crépusculaire ont dû s'adapter. Ils sont devenus des fantômes. Beaucoup sont totalement transparents. Leurs corps sont comme du verre vivant. Imaginez une créature qui dérive devant vous, mais vous ne voyez que ses organes internes, flottant dans le vide. Le calmar de verre est l'un d'eux. Il est là, mais il n'est pas là. C'est une apparition contre le bleu profond. Il y a aussi la pieuvre de verre. Elle est presque invisible. Seuls ses yeux, opaques et rectangulaires, trahissent sa présence. Pourquoi cette transparence? C'est un mystère. Peut-être est-ce le camouflage ultime, une façon de disparaître dans cette lumière spectrale. Ou peut-être est-ce une économie d'énergie. Dans un monde où chaque calorie compte, fabriquer des pigments de couleur coûte trop cher. D'autres créatures ont choisi une stratégie opposée. Elles ne cherchent pas l'invisibilité, elles cherchent la lumière. Dans ces ténèbres, certains animaux sont capables de produire leur propre éclat. C'est une réaction chimique complexe. On appelle cela la bioluminescence. Pour nous, c'est un spectacle féerique. Des points clignotants, des motifs lumineux, des corps entiers qui scintillent comme des lanternes. Mais ne vous y trompez pas. Ici, la lumière n'est pas faite pour être jolie. La lumière, c'est la survie. C'est une arme. Certains l'utilisent pour attirer une proie curieuse, d'autres pour trouver un partenaire dans le noir absolu. Et certains, les plus astucieux, l'utilisent pour disparaître. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Utiliser la lumière pour se cacher. C'est une technique appelée la contre-illumination. Imaginez que vous êtes un prédateur. Vous nagez en profondeur et vous regardez vers le haut. Vous cherchez une silhouette sombre qui se découpe contre la faible lueur de la surface. Pour ne pas être vu, des animaux comme le calmar luciole ont trouvé la parade. Ils recouvrent leur ventre d'organes lumineux. Ils ajustent l'intensité de cette lumière pour qu'elle corresponde exactement à la lueur venant de la surface. Résultat, ils effacent leur propre ombre. Ils deviennent invisibles en imitant la lumière elle-même. C'est du génie biologique. D'autres jouent à des jeux encore plus étranges. Il existe une méduse, le cténophore rouge sang. Elle brille d'un rouge profond et intense. Mais pourquoi du rouge?
À cette profondeur, la lumière rouge du soleil ne pénètre pas. L'eau absorbe cette couleur. Donc, dans la zone crépusculaire, si vous êtes rouge, vous apparaissez totalement noir. Vous êtes invisible. Cette méduse a un autre secret. Son estomac est rouge opaque. Pourquoi? Pour cacher ce qu'elle mange. Si elle avale une proie bioluminescente qui brille encore dans son ventre, la lumière serait visible de l'extérieur. Un prédateur pourrait la repérer, mais son estomac rouge bloque la lumière. C'est un coffre-fort visuel. La zone crépusculaire cache aussi l'un des plus grands phénomènes de la planète. Chaque nuit, alors que le soleil se couche là-haut, quelque chose d'incroyable se produit. Des milliards de créatures entament un voyage. Poissons lanternes, calmars, méduses, crevettes. Une armée venue des profondeurs. Ils montent vers la surface pour se nourrir à la faveur de la nuit. À l'aube, avant que le soleil ne les trahisse, ils redescendent, ils retournent dans l'obscurité. C'est la migration verticale. C'est le plus grand mouvement synchronisé d'animaux sur Terre. En termes de biomasse, c'est plus grand que tous les troupeaux d'Afrique, plus grand que toutes les migrations d'oiseaux réunies. Pourtant, nous l'avons ignoré pendant des siècles. Ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale que nous avons compris. Les opérateurs de sonar de la marine étaient confus. Ils détectaient un faux fond marin, une couche dense qui montait la nuit et descendait le jour. Ils pensaient que leurs instruments étaient cassés. Ce n'était pas le fond de l'océan, c'était la vie, un mur vivant en mouvement perpétuel. Quittons la zone crépusculaire, descendons plus bas. Passé les 1000 mètres, la dernière lueur de soleil s'éteint. Nous entrons dans la zone de minuit. Elle s'étend jusqu'à 4000 mètres. Ici, il n'y a pas d'aube, pas de crépuscule, juste une nuit éternelle. La température frôle le zéro. La pression est écrasante, des centaines de fois supérieure à celle de la surface. Pour un être humain, c'est un environnement mortel. C'est un monde où rien ne devrait survivre. Et pourtant, l'évolution y est devenue créative, voire terrifiante. Prenez le poisson-dragon. C'est un cauchemar vivant. Contrairement à la plupart des créatures, il peut produire une bioluminescence rouge. Rappelez-vous, la plupart des yeux dans les abysses ne voient pas le rouge. Pour eux, cette couleur n'existe pas. Le poisson-dragon possède donc une lampe de poche invisible. Il éclaire ses proies avec ce faisceau rouge sans se faire repérer. Mieux encore, ses yeux sont les seuls à pouvoir capter cette fréquence. Il a inventé son propre spectre de vision. C'est un tireur d'élite avec des lunettes de vision nocturne, chassant des aveugles. D'autres prédateurs ici sont des maîtres du néant. Certains poissons ont développé une peau ultra noire. C'est une merveille de la physique. Leur peau absorbe tellement la lumière qu'elle en reflète moins de 0,5%. Même si nous braquons le projecteur d'un sous-marin sur eux, ils ne brillent pas. Ils restent une silhouette vide, un trou dans l'eau. Et puis, il y a la créature emblématique de ces profondeurs, la baudroie abyssale. Vous connaissez sûrement la femelle. Elle a une gueule énorme remplie de dents en aiguille. Elle fait pendre un leurre lumineux devant sa bouche pour attirer les imprudents. C'est une image classique de l'horreur des grands fonds. Mais son plus grand mystère n'est pas sa chasse, c'est sa vie amoureuse. Les mâles naissent minuscules. Ils sont faibles. Ils n'ont pas d'estomac pour chasser. Ils n'ont qu'un seul but, trouver une femelle, une tâche presque impossible dans l'immensité noire. S'il échoue, il meurt. Mais s'il la trouve, ce qui se passe ensuite est digne d'un film d'horreur. Il la mord, il s'accroche à elle, et il ne lâche plus jamais. Sa bouche fusionne avec la peau de la femelle. Ses yeux disparaissent. Ses organes internes s'atrophient. Leur système sanguin se connecte. Il devient une simple extension de son corps. Un sac de sperme vivant, nourri par son sang, attaché pour l'éternité. C'est l'une des formes de reproduction les plus extrêmes du règne animal. Continuons notre descente. À 4 km de profondeur, nous touchons le fond. Bienvenue dans les plaines abyssales. C'est l'un des plus grands habitats de la Terre. Il couvre plus de la moitié de la surface de notre planète. Et c'est un désert. Imaginez une étendue de boue grise à l'infini.
pas de récifs coralliens, pas de montagnes, juste du silence et de la vase sur des milliers de kilomètres. La nourriture est rare. La survie ici demande des stratégies radicales. L'une d'elles concerne la taille. C'est un phénomène étrange que les scientifiques appellent le gigantisme des profondeurs. Ici, les animaux deviennent énormes. Prenez l'isopode géant. C'est un cousin du cloporte que vous trouvez dans votre jardin, sauf que celui-ci a la taille d'un chiot. Il arpente le fond marin comme un blindé préhistorique. Il y a aussi des amphipodes, normalement microscopiques, qui font ici la taille d'une main humaine. Et bien sûr, le calmar colossal, le plus grand invertébré de la planète. On pense qu'il rôde dans ces plaines. Pourquoi deviennent-ils si grands? Personne ne le sait vraiment. Peut-être pour mieux résister à la pression. Peut-être pour parcourir de plus grandes distances sans manger. Le mystère reste entier. La vie ici est lente, très lente. Le requin du Groenland, qui fréquente ces profondeurs, est un fossile vivant. Il nage au ralenti. Son métabolisme est presque à l'arrêt. Certains spécimens trouvés ont plus de 400 ans. Imaginez, ces requins nageaient déjà quand Louis XIV était roi de France. Ici, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Mais parfois, le désert reçoit un miracle. Une baleine meurt à la surface. Son immense carcasse coule. Elle traverse toutes les zones pour s'écraser enfin sur la plaine abyssale. C'est un événement monumental. C'est l'équivalent d'une oasis qui apparaîtrait instantanément dans le Sahara. En quelques heures, l'odeur attire les charognards, requins, myxines, crabes. Ils viennent de kilomètres à la ronde, mais le plus fascinant arrive plus tard. Des vers étranges, appelés océdax, colonisent le squelette. Ils n'ont pas de bouche, pas d'estomac. Ils sécrètent de l'acide pour dissoudre les os et se nourrir de l'huile à l'intérieur. Une seule carcasse de baleine peut nourrir un écosystème entier pendant des décennies. La mort de l'un devient la vie de milliers d'autres, mais nous n'avons pas encore touché le fond, pas le vrai fond. Au-delà des plaines, la terre se déchire. Ce sont les fosses océaniques, les cicatrices de notre planète. Là où la croûte terrestre plonge vers les entrailles du monde, nous entrons dans la zone Hadal, nommée d'après Hadès, le dieu des enfers. Cela commence à 6000 mètres et descend jusqu'à 11 000 mètres. Pour vous donner une idée, si vous jetiez le mont Everest dans la fosse des Mariannes, son sommet serait encore sous 2 km d'eau. C'est un abîme insondable. Les conditions dépassent l'entendement. La pression est 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est comme si un éléphant se tenait sur votre pouce. Tout devrait être écrasé, pulvérisé. Et pourtant, la vie est là. Regardez ce poisson, le poisson limace des Mariannes. Il vit au plus profond de l'enfer. Il n'a pas l'air d'un monstre. Il est petit, rose, gélatineux. Sa peau est si fine qu'on voit ses organes au travers. Il a l'air si fragile qu'on pourrait le briser d'un simple toucher. C'est une illusion. Ce poisson est une merveille d'ingénierie biologique. Il n'a pas d'écailles. Ses os sont souples. Son corps s'est renforcé par des molécules spéciales qui empêchent ses cellules s'affamer de s'effondrer sous la pression. Il nage là où aucun sous-marin militaire ne pourrait survivre. Il prospère dans l'impossible. Mais même ici, dans l'endroit le plus reculé de la Terre, nous trouvons des traces familières. Trop familières. Récemment, des chercheurs ont analysé des petits crustacés au fond des fosses. Ils ont trouvé du plastique dans leurs estomacs, des fibres synthétiques. À 11 km de profondeur, loin de toute civilisation, nos déchets sont déjà arrivés. C'est un rappel brutal. Il n'y a plus d'endroit sur Terre que nous n'avons pas touché. Pourtant, la zone Hadal nous offre aussi de l'espoir. Près des sources hydrothermales, l'eau jaillit brûlante, chargée de minéraux toxiques, soufre, méthane, métaux lourds. C'est un poison mortel pour nous. Mais ici, des microbes s'en nourrissent. Ils n'ont pas besoin de soleil, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils tirent leur énergie de la chimie pure de la Terre. Cette découverte change tout. Si la vie peut exister ici, dans le noir, la pression et le poison, alors pourquoi pas ailleurs?
sur les lunes glacées de Jupiter, sur Europe, sur Encelade. Étudier les abysses, c'est comme s'entraîner à chercher des extraterrestres. Les réponses à nos questions sur l'univers se trouvent peut-être au fond de notre propre océan. Nous avons voyagé de la surface jusqu'au point le plus profond. Et qu'avons-nous appris? Que nous ne savons presque rien. Plus de 80% de l'océan reste inexploré. Chaque plongée est une loterie. Chaque expédition remonte des créatures que la science n'a jamais vues. Des poissons transparents, des vers qui brillent, des méduses qui semblent immortelles. C'est un monde où la découverte n'est pas rare, elle est constante. Pourquoi ces animaux sont-ils si grands? Pourquoi tant de lumière dans le noir? Comment la vie résiste-t-elle à une telle pression? Pour l'instant, ce sont des questions sans réponse, et c'est peut-être mieux ainsi. Cela nous rappelle que notre planète est encore sauvage, qu'elle a encore des secrets qui méritent d'être protégés, des secrets qui attendent là-bas dans le noir, que nous ayons enfin le courage de venir les chercher.